Le 6 août dernier, dans son message en marge du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara n'a pas fait de concession à l'opposition ivoirienne qui, elle, attendait de voir un message fort portant sur la réinscription des leaders politiques ayant été exclus des listes électorales. 3 jours après, soit le 9 août 2025, le Front commun PPACI, PDCI, RDA prenait les rues de Yopougon. À 2 mois des élections présidentielles prévues en octobre 2025, nous recevons le président du Dromican, qui a été candidat aux élections présidentielles en 2010. Et pour parler d'actualité, tout cela on va aborder, mais l'actualité politique ivoirienne étant très abondante, nous sommes aujourd'hui jeudi 14 août 2025. Hier, mercredi 13 août 2025, vous avez eu l'information. L'ancien Premier ministre Patrick Achi n'est plus français. Il est exclusivement ivoirien. Et encore aujourd'hui, la CEI a donné l'information selon laquelle il n'y aurait pas de révision électorale, ni il n'y aura pas donc de RLE avant l'échéance d'octobre 2025. Et surtout, je voudrais vous dire quelque chose. Si vous faites très souvent preuve de réarmement moral et que vous faites le plein d'énergie pour reprendre toute chose à zéro, suivez cette interview jusqu'à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Bonjour, Président. Bonjour, mon cher frère Guillaume Vergès. L'actualité politique ivoirienne est très abondante. Je l'ai dit tantôt. Un championnat de football, il y a des remplacements, il y a des joueurs qui marquent au moment où on est ici à temps le moins. Il faut suivre, sinon tu risques d'être dépassé par les événements. On va commenter rapidement les dernières informations de l'actualité parce que pour cette interview, j'ai pris pour postulat une émission aussi de NCI qui a été diffusée dimanche en soirée où on a eu comme invité le procureur général qui a donné des mesures assez importantes, qui a donné des informations très importantes. Avant d'arriver à tout cela, qu'est-ce que cela vous inspire, le fait qu'aujourd'hui le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Patrick Achi ne soit plus français, qu'il soit que exclusivement ivoirien? Qu'est-ce que ça vous fait? Monsieur le Premier ministre Patrick Achi faisait tontine deux bras. C'est-à-dire il votait quand la France avait une élection et quand la Côte d'Ivoire également organisait les élections. Non seulement il pouvait être candidat, mais il votait. Et aujourd'hui, il a décidé de garder exclusivement sa nationalité ivoirienne. Mais on ne nous a pas dit pourquoi. Alors que généralement, quand ce cas se produit, ça peut être certainement candidat à une élection. On a vu avec le président Thiam, le président du PDCI, qui était obligé de se défaire de cette nationalité française pour se consacrer, n'est-ce pas, à la présidence, à la candidature à la présidence de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Patrick Achi n'est pas peut-être le futur vice-président au cas où le président Ouattara serait réélu? Bon, ça, c'est la question que l'on se pose dans les maquis en tant que président du Dromican. Mais le paradoxe, c'est que le président étudiant Thiam, lui, n'est plus français, sauf qu'il n'est plus sur la liste électorale, ce qui n'est pas le cas pour le Premier ministre Patrick Achi, qui, lui, n'est plus français, mais est sur la liste électorale. Vous savez, ceux qui ont fait le droit, peut-être, pourront mieux nous éclairer, parce que nous, entre deux vers, on a constaté que, bon, pour un même dossier, il y a un qui est sur la liste électorale et il y a l'autre qui ne l'est pas. Est-ce parce que les gens de l'opposition n'ont pas porté plainte comme celui du RHDP l'avait fait un moment contre Thiam? Et puis pour que l'article soit appliqué, peut-être qu'il appartient à l'opposition de dire, mais écoutez, nous, vous avez dit qu'on ne peut pas être sur la liste électorale, donc nous portons plainte pour dire également que l'autre ne peut pas être sur la liste. Bon, maintenant, s'ils estiment que juridiquement, ce n'est pas des choses qui sont faisables, c'est à eux d'apprécier. Ce qui sera brandi certainement, ce sera le code de nationalité, selon lequel il ne faudrait pas, je crois, avant un certain âge. C'est l'argument qui a été présenté à Tidjane Thiam. Est-ce que ces genres d'interprétation de lois, d'articles, juridiquement parlant, est-ce que ça ne crée pas des hiatus quand même dans le langage politique ivoirien? Toujours. Vous savez, je me rappelle très bien un des ministres de la République, un juriste de formation, nous avait dit que une personnalité ne pouvait pas briguer un autre mandat selon certains articles. Et le même est revenu pour dire que non, c'est une question d'interprétation. Sinon, il peut, s'il le veut. Bon, généralement, nous avons l'impression, nous qui n'avons pas fait des études juridiques, on s'est dit que l'application de la loi, il y a vraiment beaucoup d'interprétations qui entourent, n'est-ce pas, certains mystères. Et moi, je demande tout simplement qu'on éclaire
avec des termes, je veux dire simples et précis, l'opinion, afin que ça ne crée pas une confusion dans les esprits. Bah, pour parler du juridique, on a eu, j'ai parlé tout à l'heure du procureur général de la République de Côte d'Ivoire, le procureur général, donc, qui était sur un plateau télé en fin de semaine et qui a dit qu'il mettrait fin, ce serait le temps, il était temps pour lui de mettre fin à la récréation suite au constat de certaines dérives langagières. Qu'est-ce que cette réaction vous inspire, vous? Qu'est-ce que, on va dire, cette information, c'est une information qui donne à l'opinion, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Oui, tout à fait. Monsieur Guillaume Vergès, vous savez que quand on est ici en France, surtout à Paris, il est difficile de s'asseoir dans un endroit sans consommer. Donc, j'étais en train de me demander si j'avais encore quelques euros dans la poche. Quand j'ai eu cette information, le procureur est sorti pour s'adresser, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale pour dire que désormais, voilà ce qui attend tout citoyen qui va peut-être prononcer des propos haineux, des propos qui vont dans le sens peut-être de nuire à la crédibilité d'une personnalité. Et moi, personnellement, j'ai apprécié cela, j'ai aimé cela, et je me suis dit, ah, pourquoi maintenant? Parce qu'on a eu à assister à certaines cérémonies publiques où certains hommes politiques avaient tenu des propos qui vraiment ont dérangé l'esprit du commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi. Mais s'il est sorti maintenant, c'est parce que certainement il s'est dit que bon, il y aura peut-être beaucoup de manifestations, que ce soit de l'opposition comme du parti au pouvoir dans l'avenir, et que les gens pourraient s'adonner à des exercices je veux dire, de répondre aux autres, et ça peut créer vraiment une atmosphère délétère. Donc dès maintenant, il faut une mise en garde, certainement pour tout le monde. Maintenant, s'il faut sanctionner ceux qui ont, je veux dire, distillé des propos haineux, ben, comme on dit, il faut que ça s'étende à tous ceux qui ont eu certainement à se comporter ainsi. Parce que pour illustrer cette information, il a pris l'exemple, en tout cas, de propos xénophobes qui auraient été prononcés lors de cette marche du Front commun, le 9 août dernier. Et pourtant, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, et sur le plateau, il y a un journaliste même qui a relancé le procureur, disant, il n'a pas voulu dire le nom du ministre, on a vu le ministre Seredo, qui a été coupable, on va dire ça comme ça, de faits, de propos xénophobes, lorsqu'il traitait ouvertement le président Tidjane Cham des Sénégalais. On a vu aussi la ministre Belmondo Dogo qui traitait quelque part des leaders politiques de Zozo. Lorsqu'on voit aussi ces exemples assez flagrants qui émanent des leaders politiques de renom, des personnalités politiques de renom, et est-ce qu'il n'est pas un peu tard ou est-ce que ce n'est pas une manière de museler, on va dire quelque part, l'opposition qui, elle, se retrouve aujourd'hui ragaillardie après la marche du 9 août? Bon, oui, effectivement, pour nous qui suivons l'actualité, certains propos sont souvent, je veux dire, distillés, sont tenus par certaines de nos personnalités. Mais nous, peut-être en tant qu'humoristes, on en rigole parce qu'on se dit que bon, c'est le jeu démocratique, c'est l'expression démocratique. Quand on est lancé dans un meeting, quand on a une foule qui applaudit, ben, quelquefois, il est difficile de contrôler ce qu'on dit. Et le lendemain, dans la presse, on voit les réactions. Bon, peut-être qu'on aurait aimé que, je veux dire, nos autorités judiciaires interpellent, ou bien que ceux qui sont concernés, peut-être par ces propos, la portent plainte. Ben, ça n'a pas été fait. Et effectivement, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais c'est l'occasion pour nous de dire à tous nos responsables, vraiment politiques, pendant les meetings, peut-être qu'ils veulent souvent faire rire, ils veulent souvent faire de l'humour, mais ils ne peuvent pas faire de l'humour à nous, à notre place. Voilà, vraiment, c'est nous qui pouvons faire de l'humour. Mais quand eux rentrent dans l'humour, au lieu de faire rire, quelque part, ça choque. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous sommes dans une période où il faut faire bas la terre, il faut contrôler ce qu'on dit. Les jeunes qui sont dans les meetings et autres, là, comme ce qu'on a vu pendant la marche du Front commun, il y a une chanson qui circulait là, ben, tu vas voir que, bon, ils se sont levés comme ça, et puis ils ont commencé à faire les shows, et puis des gens ont filmé. Si ça n'avait pas été filmé et montré en vidéo, les gens n'auraient pas su. Ben, quelquefois, ce n'est même pas des militants même de partis, c'est des gens qui viennent s'amuser, mais il faut
savoir aussi qu'il y a certains amusements qui peuvent vous porter, je veux dire, préjudice. Donc, il faut éviter. Et puis, dire aussi à tous ceux qui, n'est-ce pas, utilisent des propos haineux, parce qu'il faut le dire ainsi, ce n'est pas seulement les militants, mais aussi les leaders, qu'on fasse très attention, parce que le procureur a décidé désormais de sévir. Et monsieur le procureur, tel que je le connais, très rigoureux, nos prisons risquent d'être pleines et on risque d'avoir des prisonniers sur la liste d'attente. Mais lorsqu'on voit, par exemple, des députés comme la députée Mariam Traoré insulter dans un hémicycle, lorsqu'on voit la ministre Belmondo Dogo, je l'ai dit tout à l'heure, prononcer des propos assez malencontreux, lorsqu'on voit le ministre Seredo donner des propos xénophobes, est-ce qu'on n'est pas là face à une certaine déchéance morale? Est-ce que ça devait faire rire, en toute honnêteté? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnalités. Moi, en tant que président de Doromican, si je veux juger peut-être leur réaction, ce serait une sorte de prise de position. Mais j'ai hérité encore ce que j'ai dit. On peut trouver d'autres mots à la place de ce qu'on prononce très souvent. Quelquefois, on se dit, mais comment il a pu dire ça? Bon, c'est un être humain. Et puis, comme on le dit, il n'y a pas de... je ne dis pas que... C'est pas comment il dit ça, mais moi, je pense que souvent, c'est la foule même qui entraîne certaines personnalités à prononcer ce genre de propos. Parce que si tu l'as dit une fois que tu n'as pas été interpellé par ta hiérarchie, mais tu vas continuer. Voilà. Mais Vergès, à propos du ministre Seredo, vous savez, moi, je suis venu en France. Voilà, c'est vrai, il y a le côté politique, comme je l'ai dit, mais il y a le côté humain. Voilà, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les humoristes en Côte d'Ivoire, artistiquement. Et moi, personnellement, avant de venir, je suis allé le saluer. Et il a facilité l'obtention de mon billet d'avion. Ça, en tout cas, je tiens à le dire vraiment ouvertement. Voilà, non, j'entends votre motion de reconnaissance, mais est-ce que cela devrait lui donner un blanc-seing en tant que personnalité politique de s'illustrer de la sorte? Non, je n'ai pas dit que ce qu'il a prononcé, que c'est juste, que c'est bon. Moi-même, quand j'ai écouté, je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas sous l'effet vraiment peut-être de la colère, de l'émotion qu'il a sorti cela? Je me suis posé la question aussi. Et je condamne pour tout homme politique qui utilise des propos vraiment qui puissent choquer l'opinion. Ouais. C'est vrai que là, tout à l'heure, vous avez dit, oui, vous, en tant que président Hydro-Mican, mais vous avez été tout de même 14e, vous le dites, sur 17 candidats. Non, sur 14 candidats, oui. J'ai été 11e. Voilà, sur 14 candidats, 11e. C'est-à-dire que vous avez eu quand même pas mal d'électeurs. Tout à fait. Beaucoup d'électeurs. C'est-à-dire que beaucoup d'Ivoiriens fondaient leur espoir en vous lorsque vous avez candidaté en 2010 pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, partant de là, quand même, vous êtes un leader d'opinion très suivi. C'est clair que vos prises de... Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais pas, pour prendre position, mais vos observations seraient tout de même les bienvenues. Il y aurait quand même une once de légitimité quelque part. Je suis prêt à le faire, M. Guillaume. Non, ça, sans embâche, les questions d'actualité, je les suis parce que je me dis à tout moment, je peux rentrer dans le jeu politique. Parfait. Lorsqu'on voit quand même tout à l'heure on en a parlé, ces décisions de justice qui viennent, ou bien des informations qui viennent en retard parce qu'on a vu l'opposition marcher, parce que en même temps qu'il y a tout cela aussi, on voit des arrestations. Le ministre Lida Kwasi, qui est aujourd'hui déféré, qui a été déféré, je crois, depuis le mardi, lorsqu'on voit tout cela à l'approche des élections présidentielles, quelle image la Côte d'Ivoire donne-t-elle d'elle aujourd'hui? Monsieur Guillaume Vergès, je crois que c'est l'occasion pour moi de retirer un vœu. Parce qu'en 2010, j'ai été candidat aux élections présidentielles. Et comme je le dis, c'est parce que les politiciens jouaient la comédie à notre place que nous sommes allés en politique pour décrisper un peu l'atmosphère sociopolitique. Parce que ceux qui ont vécu les années 2000 jusqu'en 2010, il y a eu beaucoup d'événements. Voilà, beaucoup d'événements qui se sont passés et personne n'aimerait revivre cette tension. Alors, il se trouve que nous sommes prêts à aller à des élections et qu'il y a des leaders politiques qui sont interpellés, qui sont même jugés et condamnés. Et tout de suite, ça porte à croire que c'est une façon de museler, comment on appelle ça, de l'opposition, diminuer les forces. Mais on constate sur le terrain qu'au fur et à mesure que ces derniers sont interpellés, ces derniers sont jugés et condamnés à travers des délits certainement qui ont été constatés, mais ça renforce même, je veux dire, la vitalité même des gens de l'opposition. La preuve,
vous avez vu que c'est vrai, vous avez été interpellé avant la marche, mais tout le monde a constaté le succès que cette marche a eu et que les gens en parlent. Bah, et ce qui est un peu dommage, c'est que en faisant des recherches documentaires pour ces interviews-là, parce que je sais de revoir un peu, de faire le parallèle, on se rend compte qu'en 2020, en septembre 2020, Kouya Justin, lui, était déjà jeté en prison. On est en octobre, nous sommes en août 2025, et c'est toujours les mêmes choses, toujours ces opposants qui se retrouvent toujours derrière les barreaux. Depuis ces 15 années, depuis le pouvoir du président Alassane Ouattara, quelle lecture cela, en tout cas, vous avez de tous ces faits, où on se retrouve toujours à reprendre quand même, que ce soit, où on est pratiquement dans le même schéma, en fait, en gros. Oui, vous savez, nous discutons avec des amis, on leur dit, mais on ne comprend pas, mais pourquoi à chaque fois, c'est vrai que nul n'est au-dessus de la loi. Quand quelqu'un pose un acte condamnable, c'est normal qu'il soit interpellé. Mais pourquoi c'est toujours dans un camp que cela se fait, etc. Mais ils vont toujours rétorquer en disant que quand eux, ils étaient dans l'opposition, que c'était pareil. Par exemple, moi, il y a un qui m'a dit que quand ils étaient dans l'opposition, au temps du président Bédier, que toute la direction de leur parti, qu'on appelle ça, s'est retrouvée en prison. Qu'il a fallu le coup d'État de 99 pour que ceux-ci recouvrent la liberté. J'ai dit, mais si on veut dire parce que, bon, quand nous étions dans l'opposition, c'était pareil et qu'il faut faire la même chose, on n'avance pas. Et là, on n'est plus en démocratie, on est dans les règlements de compte. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Quand on est au pouvoir, on peut faire ce qu'on peut, mais demain, on peut retourner dans l'opposition. Et puis, celui qui est dans l'opposition peut arriver au pouvoir. On dira encore que, bon, voilà, ils sont en train de perpétuer les mêmes comportements. Et quelque part, c'est dommage. Le fait de recourir justement à ces mauvais exemples, est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas en train de célébrer quelque part l'arbitraire? Bon, ouais, chacun peut interpréter, mais moi, je souhaite que il faut qu'on soit juste à tous les niveaux, que tu sois de l'opposition, que tu sois du parti au pouvoir. Quand quelqu'un pose un acte qui va contre, n'est-ce pas, nos lois, il faut l'interpeller. Et puis, si cela doit être sanctionné, il faut le faire, mais pour tout le monde, mais qu'on ne constate pas que la balance ne soit pas équilibrée. Sur ce plateau de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, donc la chaîne de télévision de Nouvelle-Côte d'Ivoire, il y avait certes les débatteurs que sont Dr François Conan, Augustin Couillot, Dr Banga, et il y avait aussi le procureur de la République. On va essayer de commenter ensemble un peu quelques extraits de leurs propos lors de cette émission. Je prends les propos de Steve Biko, qui lui est venu, il a fait une mise au point pendant 7 minutes et il s'est retiré du plateau. Et dans sa mise au point, il dit notamment ceci, que les droits soient respectés, que nous assistons à une justice spectacle et que des aveux sont arrachés au forceps. La répression s'abat sur les membres de l'opposition. Ces propos sont de Steve Biko. Un commentaire. Ce sont les propos d'un homme politique, d'un représentant de parti politique sur un plateau d'émission où chacun vient pour libérer l'expression en tenant compte de ce qu'ils vivent. Parce que ce sont eux qui vivent cette réalité-là en disant que, bon, il y a cette pression, il y a cette répression. Et il a même quitté le plateau. Voilà, ça fait un buzz, ça fait un gros point d'interrogation, comme je le dis. Et c'est dommage. C'est dommage. On aurait voulu que chacun parle, mais à un moment donné, quand on se sent trop pressé, on ne peut que peut-être avoir une réaction, une émotion à laquelle on ne s'entend pas. Donc, comme il est le représentant d'un parti politique, je crois qu'il a donné le point de vue du parti politique. Et si on estime que ce n'est pas la réalité ou la vérité, donc en face, on doit pouvoir vraiment équilibrer le jeu. Comme on le dit, s'il y a une bonne opposition, il peut y avoir un bon parti, un bon régime au pouvoir. Donc, l'opposition fait ce qu'elle peut, à mon avis, pour que les choses aillent de l'avant. Mais si l'opposition se sent vraiment, je veux dire, réprimée, mais c'est normal qu'elle s'exprime. Moi, je l'ai dit, qu'on ne fait pas de passe en politique, c'est ce que les gens disent. Mais nous, au Doromican, faire la passe, bon, c'est comme si c'est un jeu.
Non, faut pas donner des pénaltys même. Ah, qu'on appelle ça. Lorsque vous dites ça, ouais, ouais. vous dites ça, vous voulez dire quoi? Le président Laurent Gbagbo lui a fait la passe au président Alassane Ouattara? Ah, non, mais c'est ce que les gens disent. Que ça, mais c'est Gbagbo même qui a signé pour que le président Alassane Ouattara soit candidat et où il est président de la République. Il est en train de gérer le pays comme il le sent. Bon, moi j'ai dit non, ça là, c'est pas passe. Passe là, on connaît. Parce que passe là, tout le monde joue au football. C'est penalty même, il a donné. Et quand il a donné le penalty, mon Dieu, vous avez vu comment il a tiré le penalty? Quand il a tiré le penalty, non seulement il a marqué, mais ça a déchiré le filet. Donc, en football, que ce soit coup franc, il faut éviter, que ce soit penalty. Là même, c'est trop compliqué. Mais à plus forte raison, faire la passe. C'est-à-dire, on fait même pas. Mais est-ce qu'on devait l'accuser d'avoir donné ce penalty? Non. Pour nous qui avions vécu ces moments-là, vraiment, comme on le dit, le président Gbagbo il avait une forte pression. Une pression sur le plan national et sur le plan international. Moi-même, je pensais même que la communauté internationale, je pensais que c'était un pays spécial. Communauté internationale. On dit non. La communauté internationale, c'est tous ceux qui parlent dans notre affaire, des institutions et tout, mais qui ne sont pas dans le pays, qui sont hors du pays. Il dit, ah, ok, d'accord. Donc, il s'est dit, bon, écoutez, il faut qu'on aille aux élections un jour, il faut qu'on ait la paix un jour. Donc, il a pris son stylo pendant 5 minutes avec Thabo Mbeki, qui lui parle anglais. Le président Ouattara parle anglais, le président Gbagbo lui parle français. Donc, les deux, il y a un qui a servi d'interprète, ils ont rédigé le texte, ils ont signé. Et puis, bon, pour lui, il a cru que ça allait ramener la paix, la quiétude. Et effectivement, ça a pesé, je veux dire, les tensions, puisque nous sommes allés aux élections. Il y a eu un premier tour qui s'est bien passé. C'est le deuxième tour où, jusque-là, bon, il est difficile de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et puis, bon, là, en 2025, on a certainement une autre élection et on n'aimerait pas revivre ces mêmes réalités-là. Et l'opinion nationale, bon, internationale, là, il ne sait pas, mais il y a une opinion qui souhaite que le président Ouattara fasse la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'il prenne son stylo là pour signer, pour dire, bon, écoutez, pour la paix, que tout le monde se présente. Et je reviens donc à l'adage qui dit qu'on ne fait pas de passe, on ne fait pas de crochet intérieur-extérieur pour donner la balle à l'adversaire. Mais avant de parler de cette communauté internationale dont vous parliez, qui est déclinée quand même par des institutions comme l'ONU, la CEDEAO et certains émissaires, ces temps-ci, il y a un balai, en tout cas d'émissaires internationaux en Côte d'Ivoire pour justement, on va dire, vous avez parlé de pression tout à l'heure, pour faire entendre raison quelque part au président Alassane Ouattara. Quant aux demandes de l'opposition, est-ce que vous pensez que ces émissaires-là seront entendus? Je crois qu'il y a eu déjà quelques émissaires qui ont effectué des missions en Côte d'Ivoire. Il y a même eu une association, je crois, d'anciens chefs d'État. C'est ça, conduite par, les Elders, oui. Voilà, conduite par l'ex-président du Bénin, Yahi Boni. C'est ça. Et moi, personnellement, j'ai salué cette démarche. Pour nous, nous disons que toute démarche qui concourt à faire amener la paix, à discuter avec les autorités, les dirigeants, que ce soit du parti au pouvoir comme de l'opposition, moi, je me dis qu'il faut saluer ce tact-là. C'est très important pour un pays qui a connu, n'est-ce pas, une élection difficile par le passé. Maintenant, quand ils sortent de cette réunion, le discours qu'ils tiennent devant la presse, est-ce le même discours qui s'est tenu à l'intérieur? Parce que généralement, quand ils viennent, quand ils repartent, bon, on ne constate pas trop, n'est-ce pas, la prise en compte de leur avis ou de leurs recommandations. Donc, chaque État, en fonction de ses intérêts, applique ou n'applique pas. Voilà. Je voulais relancer sur un fait. Lorsque vous parliez tout à l'heure, vous avez dit il y a eu cette décrispation en 2010. On a vu qu'il y a eu un premier tour qui s'est bien passé. Le second tour, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une crise post-électorale. Vous qui étiez candidat, vous qui étiez dans le secret des dieux, si vous deviez vous prononcer sur cette échéance de 2010, surtout dans sa dernière phase, qu'est-ce que vous diriez? On a cru participer à une élection de sortie de crise. Ça, je le dis en tant qu'ancien candidat aux élections présidentielles. On s'est beaucoup sacrifié pour notre pays à cette époque-là. On a cherché un peu d'argent. On a payé la caution de 20 millions. Il était question qu'on nous donne aussi un peu d'argent pour la campagne.
ça n'a pas été fait. Et l'argent avait été décaissé, mais ça ne nous a pas été remis. Et je pense que ceux qui ont dirigé la CEI à cette époque et la primature à cette époque savent de quoi je parle. Notre argent est là-bas, là, voilà, vous savez où ça est là. Pardonnez, appelez-nous et puis remettez-nous ce qui nous revient de droit. Parce qu'on a pris crédit, on s'est endetté, comme le font beaucoup de pays, pour gérer certaines affaires. Il faut rembourser, on rembourse comment? Donc ça c'est juste un rappel. Mais on a été déçus parce qu'il y a eu plus de 3000 morts. Honnêtement, si c'était pour participer à une élection présidentielle et puis découvrir plus tard qu'il y aurait de morts, on se serait certainement retiré. Mais c'est pour la paix qu'on l'a fait. Et jusque-là, les victimes n'ont pas été, je veux dire, dédommagées. Puisqu'il y a un camp qui a été jugé et les Ivoiriens et beaucoup de personnes aimeraient savoir réellement qui a fait quoi afin qu'on puisse tirer, n'est-ce pas, une conclusion sur ces incidents malheureux, ce dénouement très difficile que nous avons vécu en 2011. Ça a été vraiment difficile. Et aujourd'hui, partout passé, on parle d'élection. En fait, une élection, c'est une fête. On doit se réjouir, argument contre argument. N'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est comme si c'est comme ça. Mais ce à quoi nous assistons, bon, moi, 10 jours avant, même 15 jours avant, je vais faire mes bagages avec ma famille. Soit on quitte le pays ou on ira vivre au village, comme si une élection était une peste, comme si une élection était plus grave même que la Covid. Hein? Mais pour beaucoup, cette élection de 2010, c'était quelque part le prolongement, on va dire, de la crise militaire qui a débuté en 2002. Et c'était la finalité, d'autant plus qu'on avait deux armées en face et surtout que l'armée, les FAFN n'étaient pas, les forces nouvelles n'étaient pas des armées. Vous qui étiez un acteur clé à cette époque-là, quelle lecture vous avez de cette atmosphère qui prévalait en ce temps? Nous étions dans le jeu démocratique. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Moi, par exemple, j'étais dans le jeu démocratique. Mais c'est après, on découvre qu'il y avait un enjeu politique à cette époque en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et c'est ce qu'on a fini par constater. L'enjeu était trop et à un moment donné, on ne maîtrisait plus rien. Il aurait fallu simplement qu'on demande à tout un chacun peut-être de désarmer. Bon, ça n'a pas été fait. Mais est-ce qu'on était obligé même de faire un deuxième tour sans prendre toutes les précautions? On aurait pu annuler même les résultats même du deuxième tour et puis reprendre les élections en se rassurant avec la communauté nationale et internationale que toutes les parties ont désarmé et qu'on pouvait aller voter et rentrer chez soi sans problème. Mais ça n'a pas été fait. Les uns ont eu confiance aux autres. Et puis bon, comme on dit, tout est gâté, tout est mélangé et il faut en tirer les conclusions. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il a été naïf quelque part? Bon, là, honnêtement, dit qu'il a été naïf ou pas, c'est comme si je jugeais son émotion. Mais bon, comme on le dit chez nous, dans le bakaï, dans le maquis, mon frère, il ne faut pas te mentir. Là, je peux donner l'expression, il a été trop démocrate. Il a été trop démocrate, selon vous. Il a trop compris la démocratie, il a trop défini la démocratie. Vraiment, c'est ça, quoi, voilà. Mais est-ce que c'est un défaut quelque part, le fait d'avoir été démocrate? Parce que c'est un peu aussi l'aboutissement de son combat. Depuis toutes ces années, il a toujours voulu un pays démocratique, un pays où il y a l'expression plurielle, un pays où on a des conditions vraiment assez apaisées pour aller aux élections. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir eu ces acquis démocratiques? Non, sincèrement, il a le mérite d'être félicité parce que il avait à cette époque dans son gouvernement presque des membres de tous les partis politiques de l'opposition. Pratiquement, il était seul avec juste quelques ministres, mais tous ceux qui étaient en face étaient des représentants de ses adversaires. Mais il a tenu quand même à aller aux élections avec eux, faire le dialogue politique, c'est-à-dire à chaque fois que les gars avaient des revendications, ils s'asseyaient et ils se parlaient, ils se rencontraient. Moi, j'ai vu des images où le président Gbagbo rencontrait le président Ouattara à cette époque, le président Bédié, paix à son nom, ils se rencontraient, ils se parlaient. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que la Côte d'Ivoire bascule dans une crise intenable? Jusqu'à présent, je me pose la question. Mais ce dialogue dont vous avez parlé aujourd'hui, il est réclamé par l'opposition. Malheureusement, le pouvoir en place ne semble pas entendre les choses de cette oreille. Vous qui êtes un acteur, je le dis encore une fois de plus, un acteur clé de la scène politique ivoirienne,
quelque part, lorsque vous voyez tout ça, c'est quoi l'issue? Bon, moi, je ne veux pas, je veux dire, imaginer l'issue, mais je pense qu'il y a l'adage qui dit que le bon sommeil se reconnaît par la manière de somnoler. Alors, je le dis parce que on a tous souhaité un rassemblement, hein, pour un dialogue entre frères. Et paix à son âme, le professeur Francis Vaudier, de tout son vœu, voilà, avait émis l'idée, hein, d'organiser une concertation nationale. À chaque fois, il le disait, et quand moi j'écoutais, il dit, ah, il a raison, il faut que les Ivoiriens se parlent, il faut que les Ivoiriens sachent réellement qu'est-ce qu'ils veulent, sinon on va toujours basculer dans des violences à l'approche des élections, et ce n'est pas bon. Moi, par exemple, je vais dire que j'en ai un gros sur le cœur, honnêtement. J'ai été candidat aux élections, je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vécu. Chez moi, été pillé comme beaucoup d'Ivoiriens. Mes véhicules ont été emportés. Chez moi, été, comme on dit, vidé, quoi, tu vois. Mais on s'est dit quoi? Que c'est l'homme qui achète le bien, c'est pas le bien qui achète l'homme. On a accepté, on a toléré, on a pardonné. Nous aussi, c'est tellement qu'on a tenu des propos qui ont vexé certaines personnes, qui nous ont pardonné. Mais je dis qu'on n'aimerait pas tomber dedans. Mais pour ne pas le faire, il faut que les acteurs clés, comme nous à l'époque, qu'on s'asseye et que chacun dise réellement ce qu'il a vécu et ce qu'il attend de la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que ça allait désamorcer un peu, je veux dire, bon, je ne dis pas une bombe, c'est trop dit. Ça allait désamorcer un peu ces émotions que nous vivons actuellement. Il ne faut pas qu'on le cache. Chers frères, il y a un parti qui était dans l'opposition, qui veut revenir au pouvoir. Parce que 15 ans dans l'opposition, ce n'est pas facile, hein? Ça, il faut le dire. Maintenant, un parti qui est au pouvoir depuis 15 ans. Mais attends, le parti est installé dans le confort. Le gars, il a ses 3 repas par jour. Il voyage comme il peut. Bon, je veux dire, il a l'instrument même politique pour faire ce qu'il veut dans sa région. Il est parrain partout. Et puis un matin, on va lui dire, tout ça là, ça s'est arrêté. Donc, vous voyez un peu l'enjeu. Donc, personne ne veut faire de concessions, personne ne veut tolérer. Mais la seule façon, n'est-ce pas, de s'entendre, de se comprendre, c'est d'organiser ce dialogue-là. Asseyons-nous et discutons. Peut-être que ça peut sauver la situation. Sinon, si on veut aller aux élections dans cette ambiance-là, sincèrement, on risque de ne pas terminer le morceau. Bah, selon vous, justement, ces approches que vous avez avancées tout à l'heure, est-ce que ces approches devraient donner prétexte à prendre un pays en otage par un pouvoir qui devrait être là pendant 15 ans? Ah bon, frère, vraiment, tu as parlé, comme on dit, tu as parlé français. Voilà, non mais écoutez, je crois que si pendant 15 ans, le régime RHDP au pouvoir, c'est pas parce qu'ils ont brigandé le pouvoir ou bien ils ont pris le pouvoir en otage, non. Nous sommes en démocratie, c'est l'expression démocratique. Le président Ouattara a fait un premier mandat de 5 ans. Après, il a été réélu pour un deuxième mandat. Ils ont changé la constitution. Et aujourd'hui, on parle du premier mandat de la Troisième République. Bon, c'est ce que nous, on appelle en français facile, troisième mandat. Et là, il est déclaré candidat pour, n'est-ce pas, un deuxième mandat de la Troisième République, pour ne pas dire quatrième mandat, dont l'opposition est en train de dire non, attention, ça suffit trop, c'est trop. Bon, c'est dans les urnes que ça va se décider. Donc, moi, ayant entendu tout ça, j'ai dit, mais pourquoi nous, les êtres humains, nous aimons nous fatiguer? Quand ils ont révisé la Constitution en 2016, il aurait fallu tout simplement dire la limite d'âge, 75 ans. On laisse ça comme ça. Et puis, concernant le nombre de mandats, il fallait écrire en français simple. Un français que celui qui est à Korogo, celui qui est à Bonois, celui qui est à San Pedro, celui qui est à Bengoro, celui qui est quelque part à Toumoudi, celui qui est peut-être résident en Côte d'Ivoire, qu'il est à l'école ou pas, puisse comprendre. On devait préciser, même mort, avec des funérailles grandioses qui ont été organisées, et ressusciter après des prières et des jeûnes secs, tu ne peux pas être candidat à une élection présidentielle après avoir fait 2 mandats. On allait éviter à faire le premier mandat de la Troisième République, le président Ouattara faire un 4e mandat, Gbagbo veut revenir parce que la Constitution aurait réglé tout ça. Bah, je ne vais pas reprendre un peu. Mais comme ça n'a pas été fait, on est obligé encore de venir taper tam-tam, danser au rythme que chacun veut. Vraiment, c'est compliqué. Je ne vais pas répondre textuellement, mais vous avez dû voir la démonstration assez magistrale
de Dr Derou Simi sur le plateau de NCI qui disait même le rapporteur, celui qui était le représentant du président de la République par rapport à cette constitution, disait, qui était le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a dit le président de la République ne pourra pas briguer un autre mandat. Le ministre Issé Bakongo a renchéri, il a abondé dans le même sens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve non, je vais t'aider. Le ministre même de la Justice était devant les députés à l'Assemblée nationale qui a dit techniquement, je peux vous démontrer qu'il ne peut pas faire un autre mandat. Ça, on a entendu. Et on s'est dit, bon, effectivement, le président de la République proposera quelqu'un d'autre. Et c'est quand est survenu, paix à son âme, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que le président est revenu pour dire que c'est vrai, j'ai dit que je ne me représentais plus, mais celui que j'ai choisi, celui que j'ai préparé, malheureusement vient de nous quitter. Et c'est parce que la Constitution me permet de faire un premier mandat de Troisième République. Et nous, tout de suite, on s'est posé la question de savoir, mais toutes ces personnes qui sont passées sur des plateaux d'émissions que nous respectons, qui sont des grands juristes, on fait comment maintenant? Mais ce sont ces mêmes juristes qui sont venus s'asseoir sur des plateaux d'émission pour dire que le président de la République est le garant de la souveraineté. Il connaît mieux la Constitution qu'eux-mêmes qui l'ont conçue. Monsieur Guillaume, moi qui suis le président de Dromika, qui respecte les textes de mon parti, moi dans mon parti, il n'y a pas de vice-président, parce que je suis le seul. En cas de vacances du pouvoir, c'est ma femme qui gère. Et puis après, je reviens, je prends mon parti. Ça, c'est pour faire une petite digression. Pour dire que ce n'est pas une question de mauvaise foi. Non. Ça, si je le dis, c'est comme si je leur manque de respect. Mais c'est ce qu'on appelle la comédie politique. Ça, c'est la comédie politique. Comme le titre de mon premier spectacle en 2010, où j'avais dit CEI, commission comédie électorale ivoirienne. J'avais fait un spectacle en 2010. Les Ivoiriens ont rigolé, mais ils ont compris que derrière ce humour, il y avait un message à faire passer. Alors, c'est à ça qu'on a assisté. Voilà, les mêmes personnalités qui nous disent que ce n'est pas possible reviennent demain pour nous dire c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut qu'assister. La Côte d'Ivoire n'est-elle pas en train d'aller droit dans le mur avec cette comédie, pour reprendre vos mots, cette comédie électorale est-ce qu'on n'est pas en train d'aller droit? Ouais. Cette comédie électorale ivoirienne. Ouais, c'est ça. Ou bien la comédie politique avec les Ivoiriens. Ça fait ces pays. Tu vois déjà, comédie politique avec les Ivoiriens, ça fait ces pays. Donc ça veut dire que si la comédie est mal jouée, c'est la CPI qui va nous interpeller individuellement pour qu'on aille répondre de nos actes. On espère qu'on ne va pas en arriver là. Bon, que les hommes politiques aussi comprennent que le mur qui est en face d'eux, ce n'est pas plafond. Voilà, c'est du béton. Donc, si ta tête va cogner, c'est toi qui vas ressentir la douleur. Pour toujours continuer dans la dynamique des propos, des extraits des propos sur le plateau de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, il y a Dr François Conan qui lui disait « Une grosse injustice s'abat sur la Côte d'Ivoire. La tension est palpable, c'est un sentiment collectif. Il y a des gens qui souffrent. Les Ivoiriens ont peur de parler. L'atmosphère est lourde et intenable. » Commentaire. Bon, ce sont des propos de certainement un analyste. C'est ça. C'est ce qu'il constate sur le terrain. Mais nous, en ce qui nous concerne, au parti du Dromika, dans les maquis, dans les bars, je veux dire, comme tout citoyen lambda, c'est 2 fois plus que ce qu'il a dit. Ah non, il y a des gens qui ont perdu leurs plantations, qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu des êtres chers. Je connais des gens qui ont quitté le pays, pas parce que le gars avait envie de quitter le pays, parce qu'à un moment donné, il ne se sentait pas en sécurité. Parce que quand tu es en face de toi, quelqu'un qui te regarde, qui rit, et puis après tu entends que le gars là, c'est ton ami, tu dis oui, non, ce n'est pas ton ami. Voilà ce qu'il dit de toi. Mais ça fait peur. Mais il faut qu'on arrête de se faire peur. Et la seule façon d'éviter de se faire peur, c'est de s'asseoir et se dire les vérités. Mais quelquefois, la vérité blesse, la vérité, ça fait mal, parce que bon, ce qu'il dit ne m'arrange pas. Et c'est dans cette peur. Et il y en a aussi qui exploitent la peur des concitoyens pour pouvoir, qu'on appelle ça, je veux dire, évoluer dans ce qu'ils sont en train de faire. Et là, humainement, spirituellement, ce ne sont pas des actions à encourager. Sinon, la Côte d'Ivoire, quand même, un pays où il y a la cathédrale, un pays où nous avons les plus belles mosquées d'Afrique, un pays où nous avons la basilique, où nous avons la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, un pays qui octroie un prix de paix
qui est, je veux dire aujourd'hui, parrainé par le président de la République, Alassane Ouattara, c'est nous qui décernons, c'est-à-dire des prix aux gens, des prix de paix aux gens qui le méritent. Et puis nous-mêmes, on n'est pas en train de poser des actes ou des actions qui pourraient nous donner un autre prix comme le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas normal. Il y a une contradiction entre ce que nous représentons pour la paix à travers le premier président Félix Houphouët-Boigny et nos différents comportements vis-à-vis de nos concitoyens. L'atmosphère est délétère, c'est clair, et pour beaucoup. Et même dans les chancelleries, c'est repris. Ça fait peur, cette situation. Mais tout de même, je reprends les propos de Dr Banga Atur, qui, lui, sur ce plateau, disait que les opposants font peur aux Ivoiriens avec leurs propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec son assertion lorsque lui dit que les opposants font peur aux Ivoiriens avec leurs propos? Ouais, bon, Atur Banga est un analyste politique. Je l'écoute souvent sur certains plateaux. Il donne son point de vue. Sincèrement, je ne voudrais pas commenter ce qu'il vient de dire. Parce qu'en disant que les opposants font peur avec leurs propos, certainement que les slogans qu'ils utilisent pour galvaniser leurs militants sont tellement forts et sont tellement profonds que quelque part, ça pourrait inquiéter le régime au pouvoir. Peut-être qu'il veut dire ça ainsi. Sinon, moi, je pense que de part et d'autre, on assiste à pas mal de meetings au niveau de la Côte d'Ivoire. On sait quels sont les propos que chaque parti utilise pour galvaniser ses militants. Donc, je veux dire que sur ce plan-là, il n'y a pas de 1-0, mais c'est toujours 1-1 ou bien 0-0. Voilà, je veux dire que c'est pareil pour tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Tous les propos qui tiennent font peur à la population. Le docteur Atur Banga poursuit en disant « Tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Et surtout avec la marche de l'opposition, c'est la preuve que la démocratie ivoirienne se porte bien. Très bien. Oh, papa. Ah non. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le mieux démocratisé. C'est le seul pays où quand tu dis « je marche le 2 », on dit « non, vous êtes quand même l'opposition. » Tous nos militaires sont à Boaké, sont en train de défiler. Si vous marchez le 2, qu'il y a des grabuges, on fait comment? Il n'y a personne pour vous surveiller. Ce ne sont pas les doseux qui vont vous surveiller. Ce ne sont pas les vigiles qui vont vous surveiller. Laissez-nous faire le défilé. Et puis après, on met à votre disposition toute la police, toute la gendarmerie. Même si vous voulez, on peut mettre un peu de douanier. Parce qu'il y en a qui auront le sac pour ne pas que les gens fouillent dans les sacs. On a dit le 9. C'est ça? Tout à fait. Mais vous avez vu que comment ça s'est passé le 9? Et ça a été très bien encadré. De Sagidiba à Figayo. Mais attends, regardez par exemple. C'était quand? C'était le samedi 9 août à Yopougon. Yopougon, ça fait 8 lettres. Mais c'était dans le mois d'août. Août, c'est 8e mois. Vous voyez comment il y a eu cette harmonie créée par le parti au pouvoir. Ça a commencé où? À Sagidiba. Sagidiba, ça fait 9 lettres. Ça s'est passé le 9. Vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire fait les choses comme ça? Maintenant, de Sagidiba, ils sont arrivés où? À Figayo. Mais Figayo, ça fait 6 lettres. Un samedi, 6e mois, et samedi, ça fait 6 lettres. Donc, le samedi 9 août. Vous voyez que tout a été harmonisé, calculé. Il y a eu du monde, il y a eu vraiment, ça a été bien. Ça a été bien encadré. C'est ce qu'on demande à un État. C'est-à-dire, nos corps habillés, leur mission, c'est d'encadrer, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent marcher à Bobo, à Djamé, qu'ils marchent sans problème, sans casser. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais on dit qu'à l'intérieur de cette marche-là, il y a une chanson qui est venue tout gâter. Voilà, donc, faut éviter les chanteurs dans une marche pacifique. Je comprends que vous êtes extasié tout à l'heure en disant oui, c'est démocratique. Mais lorsque dans un processus électoral, quand même, dans le même pays, on exclut les leaders principaux, lorsqu'on emprisonne des gens de l'opposition, est-ce que là, cela y va de la vitalité de la démocratie? Non. M. Vergès, ce sont deux sujets... non, mais tout cela concourt à dire qu'on est un pays démocratique. Mais bon, la démocratie, je crois que c'est la... Elle n'est pas parcellaire, c'est un tout. C'est la pure expression, vraiment, je veux dire, de la liberté. Normalement, la démocratie commence par le respect
de la liberté individuelle des uns et des autres, Tout à fait. hein, tout en respectant aussi les lois en vigueur. Je le dis et je le répète, M. Guillaume Vergès, pour ceux qui nous suivent depuis, en football, on peut se permettre certaines choses. Parce qu'on s'entraîne, on vient, et puis bon, on peut gagner 4-0, 3-0. On dit les yeux ne seraient pas bagages, mais quand c'est lourd, ils connaissent. Ce n'est pas un proverbe pour étayer ce que je veux dire, mais je veux dire, et je le dis, en politique, chez nous, au Drôme, quand ça est dans un de nos articles, on ne fait pas de passes à l'adversaire, on ne fait pas de crochets intérieurs, extérieurs, devant, je veux dire, un joueur redoutable. À plus forte raison, donner pénalty à un adversaire. Voilà, donc ce sont les trois éléments que généralement un parti au pouvoir, je ne dis pas forcément en Côte d'Ivoire, voilà, parce que nous, on regarde un peu ce qui se passe partout, voilà, c'est ce que les gens invitent. Peut-être certainement que quelqu'un a dû souffler ça à nos dirigeants pour dire ne faites pas de passes, ne faites pas de crochets intérieurs sur le pas. Si tu as arraché le ballon, il va le marquer. À plus forte raison, donner un pénalty. Parce que ce pénalty-là, il faut remarquer, généralement, il regarde d'un angle. Il ne fait pas de phase dans un angle. Quand il chicote, ça pèse même le filet. Si vous permettez, je vois que vous prenez des périphrases. C'est vrai qu'en tant qu'humoriste, tout ça, pour dépeindre de la situation politique en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous pensez que cette situation aujourd'hui, on doit la dépeindre ici avec humour? Non. Et c'est parce qu'il y a un peu d'humour dedans que je peux dire on arrive à supporter. Sincèrement, s'il n'y a pas d'humour dans l'amour qu'on a pour notre pays, ça peut conduire vraiment à des situations qui seront difficiles à atteindre. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai, nous l'avons constaté, on va aller dans une élection où tous ceux qui ont marché là, c'est-à-dire en résumé, ils n'ont pas leur leader sur la liste électorale. Hein. Sur la liste électorale. Mais ce n'est pas encore fini. Mais ils iront déposer leur dossier auprès du conseil, auprès du conseil constitutionnel. auprès de la CEI d'abord. Okay. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé avec mes dossiers à la CEI, j'ai été reçu en bonne et due forme. C'est vrai que je n'avais pas encore le reçu de 20 millions, mais ça, ce n'était pas un souci. Après, j'ai complété. Et ils ont 72 heures pour acheminer le dossier, qu'il soit complet ou pas, au Conseil constitutionnel. C'est là-bas maintenant, comme le disent les Djoula, c'est-à-dire qu'ils vont dépouiller et ils donneront la liste définitive de ceux qui peuvent candidater. On peut ne pas avoir peut-être son nom sur la liste électorale. On ne sait jamais. Puisque les lois juridiques sont sujets à interprétation, là-bas, on peut dire non, ils n'ont pas leur nom sur la liste, mais ils sont éligibles. Comme un peu ne pas avoir le nom sur la liste électorale, mais pouvoir faire les parrainages, comme en ce moment, tous les... c'est comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Donc, patientons. Peut-être que, on va se lever là, s'énerver, et puis le juge va aller déposer les dossiers. On dit, voilà, vos gars sont éligibles. Là, on dit pour d'aucuns, justement, le fait que le jour où le Conseil constitutionnel va donner la liste des candidats pour dire voici la liste des candidats et que certains partisans vont voir leur leader exclu définitivement, c'est là pour certains, pour employer le mot populaire, que ça va chauffer. Est-ce qu'on devrait en arriver là? Non, ça, c'est pas le souhait de toute personne éprise de paix, éprise de tranquillité, mais je crois que ça peut s'éviter. Et moi, je suis convaincu, moi, j'ai foi. Hein. Tu sais, comme je l'ai dit, pour faire une petite digression, à Bouaké, il y a eu la fête de l'indépendance. Alors, tout le monde sait que Bouaké s'écrit en 6 lettres. C'était au centre. Ça s'écrit aussi à 6 lettres. Centre, ça fait 6 lettres. 6 plus 6, ça fait 12. 12, 1 plus 2 est égal à 3. Au moment où le président Ouattara fait son 3e mandat. Voyez-vous? Alors, donc, on va prendre le chiffre 6 qu'on va déposer. Et puis, on va prendre également, Bouaké commence par B, 2e lettre. Au centre, C, 3e lettre. Donc, 3 plus 10 font 5. Quand tu mets 5 à côté de 6, ça fait 65 ans d'anniversaire d'indépendance. Alors, 6 plus 5 est égal à 11. La Côte d'Ivoire, ça fait 11 lettres. Vous voyez que Dieu même est en train de nous dire que votre pays est béni, que tout est en harmonie. Mais c'est nous-mêmes qui n'avions pas cette capacité, cette humilité spirituelle et religieuse, humaine, de dire, écoutez, on n'a qu'à arrêter comme ça. Depuis combien d'années? Chaque fois qu'il y a une élection, nous sommes dans les crises. Vraiment, il est temps que les Ivoiriens se parlent entre eux pour éviter ce dont tout le monde pense là. Ce n'est pas notre souhait. Mais à force de penser, ça peut arriver.
Pour abonder dans le même sens, vu que vous maîtrisez très bien cet art, l'art du décryptage par les chiffres, 25 octobre 2025, si vous devez décrypter, ça va nous donner quoi? Bon, Monsieur Vergès, là, vous me soumettez à un exercice. Là, nous sommes devant les millions de téléspectateurs. Ce n'est pas des dossiers avec lesquels on joue. Parce que si je me permets là de dire, voilà ce que ça va donner, mais je vous assure que les gens vont se comporter autrement. Mais permettez-moi de me retirer dans ma tanière, aller bien interroger le Yuruku, c'est-à-dire les mânes, les ancêtres avec les chiffres et les lettres, comme je le fais. Je ne fais pas de la prédiction, mais c'est quand le fait s'est réalisé que je vous explique pourquoi ça a été fait comme ça. Mais quand c'est poussé jusqu'à un certain niveau, on peut être à 80%, on peut être sûr de savoir comment les choses vont se passer. Mais je ne vais pas le dire pour ne pas qu'on rentre dans une autre définition, n'est-ce pas, de la spiritualité. Mais je pense que ce n'est pas mon dernier passage à votre émission. Avec grand plaisir, vous recevra. Je pourrais revenir pour qu'on en parle. Vu que le 25 octobre 2025 reste une date très importante dans la vie de la Côte d'Ivoire, moi je prends une date qui est très importante dans ma vie. Peut-être que ça pourra vous permettre de donner une esquisse sur ce plateau en direct pour tous les abonnés d'ActuPeople.net. Moi je suis né le 11 janvier 1979. Si vous devez faire un décryptage à partir du Yuruku, en vous appuyant sur les lettres et les chiffres. 11 janvier 1979. D'abord, on va prendre 1979. Là, on va sortir votre chiffre de vie. 11, ça fait 1 plus 1, 2. Janvier, c'est le premier mois, donc ça nous donne 3. Alors, 1979, on va déjà dire au revoir au 2, 9, parce qu'en numérologie, 9 est égal à 0. Donc, il va rester 1 et 7. 1 et 7 font 8. 8 plus 3, ça fait 11. C'est ça. D'abord, 11, l'énergie qui est dans le chiffre 11, je vais dire que le chiffre 11, c'est un chiffre des gens qui ont de l'énergie, qui sont infatigables, des gens, c'est des gagneurs, c'est des battants. Bon, c'est pas pour rien que notre Drogba national portait le numéro 11. Et puis chaque fois quand il marquait, vous voyez, il avait une manière de planer. Mais ça, c'est le 11 que vous voyez là, les deux bras qui font le parallélisme. Alors, dans ton cas, pareil, mon cher ami, ton chiffre de vie, c'est 2. 2, ici, c'est pas la dualité. Mais c'est celui qui est d'abord le 1. Maintenant, le second, là, c'est des gens qu'il a toujours accompagnés, c'est à qui il a toujours donné. C'est-à-dire que lui, sa mission, bon, comme on dit chez nous, c'est de faire les autres. Voilà, ce qui est impossible, là, lui, il est capable de prendre ça et pour dire non, ça, là, on va arriver à bon port. Voilà, c'est quelqu'un qui a disposition, c'est quelqu'un dont l'énergie couvre les autres, accompagne les autres. Voilà, jusqu'à destination. Donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce schéma. Wow, ça m'a ému parce que j'ai porté tellement de destin, mais bon, c'est pas là le sujet. C'est pas là le sujet. On va continuer. Tout à l'heure, vous aviez parlé justement du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ça s'est passé à Bouaké avec le maire Amadou Koné qui était justement sur le plateau de NCI. Et il disait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des institutions fortes et crédibles. Est-ce que selon vous, c'est le cas? C'est un ministre de la République. Je ne peux pas dire le contraire. Et c'est un monsieur que je connais très bien, même au-delà même de l'aspect politique. Je me souviens très bien à une des éditions de mon festival au Palais de la Culture où il était ministre de l'Intégration. Et nous avons même fait l'honneur de parrainer une édition. Je voudrais profiter pour lui dire merci. La reconnaissance est un devoir moral et spirituel. Et là, aujourd'hui, il est maire. Il se défend comme il peut, les ministres des Transports. Ce n'est pas des missions faciles. Effectivement, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'institutions sont en place. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce que certaines institutions sont-elles nécessaires? Donc, il appartient maintenant à ceux qui incarnent, n'est-ce pas, ces institutions-là, ceux qui sont à la tête de ces institutions-là, de nous démontrer effectivement que ces institutions sont importantes à travers des actions, à travers des actes qui impactent la vie des Ivoiriens. Sinon, moi, personnellement, président du Dromican, élu président de la République de Côte d'Ivoire, il ne faut jamais compter sur moi pour dire que tu vas être un jour ministre-gouverneur. Ce n'est même pas possible. Soit tu es ministre de la République, tu as bien travaillé, et puis maintenant, je constate que tu ne me donnes pas de bons résultats, il n'y a pas de souci. Si tu étais mécanicien, va au garage, continue à réparer tes voitures. Si tu étais enseignant, mon ami, va continuer à enseigner. Ou bien, si tu as eu une petite économie, ce que vous demandez aux jeunes entrepreneurs, toi aussi, il faut créer une entreprise et puis les jeunes maintenant vont venir travailler avec l'expérience que tu as. Moi,
Moi, c'est comme ça. Pour m'appuyer sur le cas justement des ministres-gouverneurs, le ministre Awadon Melo, qui est candidat au présidentiel 2025, disait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a affaire à un parti-État. Et il explique ainsi. Pour lui, aujourd'hui, tous ceux qui ont droit à des postes, tous ceux qui sont récompensés, ce sont des personnes d'un clan, ce sont des personnes d'un régime. Et on voit avec le cas des ministres-gouverneurs qui, justement, après avoir été démis de leur poste ministériel, sont bombardés à ces postes qui, très souvent aussi, font un peu le doublon avec les présidents de conseils régionaux. Bref, on ne sait pas aussi les missions. Mais est-ce que vous êtes en phase lorsque le ministre Awadon Melo parle de parti-État? Bon, c'est son point de vue. Moi, j'ai donné mon point de vue. Voilà, j'ai mon point de vue. Mais je crois que au-delà de toutes ces réflexions, il faut éviter qu'il y ait de l'hypocrisie dans le militantisme. Il y a des gens que moi je connais qui ont été bien formés, qui veulent se mettre à la disposition de leur pays. On leur dit, ah, mais si tu dois pouvoir occuper un tel poste, toi aussi, dans ta région, il faut que tu mouilles le maillot. Donc, il est obligé d'aller militer. Au sein du parti au pouvoir. Voilà, au sein du parti au pouvoir. Quand je le dis, vraiment, excusez-moi l'expression, ce n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire. C'est partout, c'est comme ça en Afrique. Voilà. Maintenant, il milite, et puis, bon, il y a toutes les communications. Il organise un trophée là, au nom du président de la République, dans sa région. Ça fait un peu le buzz et tout. On dit, mais c'est qui ça? Ah, monsieur le président, c'est un jeune là, il est ingénieur, ceci, cela. Vraiment, il vous aime bien. Il ne respire que par vous, le short qu'il porte, le débardeur, tout ça, c'est à votre effigie. Il dit, ah bon, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, président, tout est dans votre main. Et puis un matin, on dit qu'il est DG. Voilà. Mais il est DG, il est bien, il est assis. Il doit continuer ses activités. Il ne prend pas l'argent de sa poche pour financer. C'est là où il y a l'argent de tout le monde. Là. Comme il a le numéro de coffre, il prend un peu et puis bon, il gère. Donc ça fait que beaucoup sont obligés de devenir militants d'un parti parce que le parti est au pouvoir. Et demain, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils viennent avec celui qui est au pouvoir. Tu vois, donc c'est ce qu'il faut éviter dans la conviction d'un militant. Et sinon, tous ceux qui ont des diplômes, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas envie, par exemple, de militer dans un parti politique, peuvent ne pas avoir la possibilité peut-être d'être cadre un jour. Et tout cela donne quand même naissance à des mots comme la non-célébration du mérite. On se retrouve dans la corruption. Des mots qui gangrènent les sociétés africaines, parce que vous avez pris les sociétés africaines dans la généralité. Est-ce que, quelque part, tout cela peut aider l'Afrique à sortir, en tout cas, de sa léthargie? Il ne faut même pas qu'on rêve même. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Londres. Je ne dis pas que tout ce que les gens font là-bas, que tout est correct. J'ai eu la chance d'aller au Luxembourg, en Suisse. Bon, eux, ils n'ont pas d'usine ni rien, mais ils ont tout le blé du monde. Je ne sais pas comment ils font. Bon, en France, on sait comment ils ont conçu leur pays avant de construire. Quand tu es malade, quand tu arrives à l'hôpital, on ne te demande pas « c'est quel parent qui a accompagné tel malade ?» Non, non, non. On te prend en charge et puis après, on voit le reste. Si nous voulons vraiment que nos ressources, nos matières premières soient bien utilisées, qu'il n'y ait pas de corruption, que nos pays se développent, honnêtement, il y a certains comportements qu'il faut bannir. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, comme on ne peut pas tout dire, on s'est érigé en écrivain dans certaines de nos parutions pour pouvoir dénoncer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, moi, je suis dans l'humour sociopolitique, c'est vrai. Quelquefois, mes interventions peuvent choquer, mais c'est ma mission. Et je ne suis pas obligé de faire l'unanimité, mais il faut accepter ça comme ça. Dans la dernière partie de cette interview, on va parler de vos ouvrages. Là, il y a deux qui sont sur le plateau. République autonome souveraine africaine du Dromican. Le chef, je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Vous en avez près de, je crois, 6 ouvrages à votre actif. Mais je fais la transition tout à l'heure. Vous avez parlé de liberté d'expression. Et sur ce plateau, pour terminer rapidement, cette liberté d'expression qui est consacrée par l'article 19 de la Constitution, le procureur de la République sur le plateau disait, tous les Ivoiriens, tous les citoyens ivoiriens sont égaux devant la loi. Est-ce que c'est réellement le cas? Non, mais c'est écrit, ce qu'il a dit, il n'a pas inventé, M. Guillaume Vergès. C'est ce qui est écrit. Tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. Que tu sois charbonnier, que tu sois professeur d'université, que tu sois même ministre, que tu sois, c'est vrai, il y en a qui jouissent d'immunité, mais je crois que la loi est faite pour tout le monde. Alors, quand on est procureur de la République, on doit interpeller, on doit sévir, on doit dire non, monsieur, le comportement que vous venez d'avoir par rapport à tel article, nous sommes dans l'obligation de vous
dit, voilà ce qui vous attend. Mais cela doit être fait pour toutes les parties. Et si ça a été fait pour une partie, ça doit être fait aussi pour l'autre partie. Maintenant, s'il y a de la communication à faire, il faut que la communication soit, je vais dire, perceptible, que ça soit connu et su, afin que d'autres ne se sentent pas lésés. Mais c'est là aussi intéressant parce qu'il poursuit pour dire qu'il n'y a pas de justice sélective. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de justice sélective en Côte d'Ivoire? Bon, à mon avis, j'ai jamais eu maille à partir avec la justice. Donc, pour moi, dans mon subconscient, dans ma conscience morale et spirituelle, je me dis que c'est ce qui doit être. Voilà, il ne doit pas avoir de... je veux dire, on ne doit pas dire que le procureur qui porte sa toge, peut-être de juge, de magistrat, on ne doit pas voir l'étiquette d'un parti politique là-dessus. Il est là pour la nation et il doit agir au nom des lois pour la nation. On sait que vous avez été, on vous le dit très souvent, hein, que vous êtes très proche du président Laurent Gbagbo et vous lui avez toujours exprimé cette reconnaissance. Et lui-même, c'est grâce à lui que vous avez eu la naturalisation et que ça vous a permis d'être aussi candidat en 2010. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Ben, je suis en train de faire un livre même là-dessus, où j'explique un peu comment je rencontre le président Laurent Gbagbo pour la toute première fois et qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie en tant qu'artiste. Je crois que ce livre va édifier beaucoup de personnes, ça va répondre à beaucoup d'interrogations. Et avant cela, je vais sortir Je suis Dogon, qui est mon 7e livre, où je parle des chiffres, des lettres et autres. Je rends hommage aussi à pas mal de personnes, mais des personnes pas forcément politiques, mais qui contribuent, n'est-ce pas, au développement. Alors, j'étais à l'aéroport quand le président Laurent Gbagbo a signé son retour en Côte d'Ivoire. Après avoir été acquitté, il était allé en Belgique. Et puis bon, moi, j'étais à l'aéroport. Le rêve que j'avais fait de le voir retourner en blanc, et moi en blanc également à l'aéroport, ça c'était en 2012. J'avais expliqué ça à des personnes. Et c'est ce rêve qui s'est réalisé. Alors, mon amitié pour Laurent Gbagbo, ce n'est pas une amitié politique. Non. Ça, c'est quelqu'un qui m'a aimé, une personnalité qui m'a aimé et qui a aimé mon travail. Parce que c'est au moment où il était au pouvoir que l'humour a connu son ascension. Ça, il faut que je vous le dise. Il aimait lui aussi faire rire. Et la Côte d'Ivoire aussi traversait des moments difficiles. Et tous les spectacles qu'on montait pour, je vais dire, donner un peu de joie aux Ivoiriens, le président appréciait cela. Donc, depuis qu'il n'est plus au pouvoir, on a gardé cette amitié, hein, ce rapport humain. Je l'assume, comme je l'ai toujours dit. Chez nous, on dit que la reconnaissance est un devoir moral et spirituel. Donc, je lui dois beaucoup. Il lui souhaite longue vie dans la santé, lui et tous les membres de sa famille. On va s'essayer au petit jeu de Yuruku. Oui. Il est né le 30e mai 1945, il a 80 ans. 30e mai 1945, ça donne quoi par rapport au Yuruku? Donc, monsieur le président Laurent Gbagbo, c'est un homme du chiffre 4. Il est né un 31. 3 plus 1, ça fait 4. Il s'appelle Laurent. Ça fait, je crois, 7 lettres. Gbagbo, 6 lettres. Ça fait 13. 1 plus 3 est égal à 4. Il est BT. BT, ça fait 4 lettres. Il est de Mama. Mama, ça fait 4 lettres. Son papa s'appelle Paul. Paul, 4 lettres. Sa maman, c'est Gado. Gado, 4 lettres. C'est la 4e fois qu'il partait en prison. Il a fait l'AE. AE, ça fait 4 lettres. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon c'est long. Et le chiffre 4, vous savez que c'est le chiffre, ce sont les piliers, les 4 piliers, le socle. Donc, vous voyez un peu ce qui représente pour son parti. Voilà, c'est un peu ça. Mais pour sortir un peu de l'aspect politique, on a eu la CAN. Voilà, la CAN. J'ai dit à l'entraîneur, il sait que coach Faye, MS, je te salue. Voilà, c'est une petite dédicace. Faye, c'est F-A-E. Mais est-ce que, Faye, tu savais qu'il y avait déjà le score du match Nigeria-Côte d'Ivoire dans ton nom? Tu penses que tu es devenu entraîneur comme ça après Gassé? Non. Faye, F, ça fait 6e lettre. A, première lettre. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Puisque E, ça fait 5e lettre. Donc 5 plus 7, ça fait 12. Ça fait 1-2. Côte d'Ivoire, 2. Nigeria, 1. Bon, Max Alain Gradel, c'est pareil. Hein? Tu étais capitaine, hein, le jour de la finale. M-A-G, M, 13e lettre, 1 plus 3 est égal à 4, plus A, première lettre, donc ça fait 5, et G, ça fait 7e lettre, 7 plus 5, ça fait 12, 1-2. Vous voyez?
Il n'y a pas de hasard. Dieu avait déjà... Attends. Maintenant, oui, je vais finir rapidement avec les 2 buts qui ont été marqués par la Côte d'Ivoire. Franck Kessié, ça fait FK. F, ça fait 6. K, ça fait 11. 1 plus 1, 2. Quand vous mettez 2 à côté de 6, ça fait 62. C'est à la 62e minute que Franck Kessié a marqué le but. 6 plus 2, ça fait 8. Il porte le maillot d'Ossa, numéro 8. Alors, oui, allez-y. Maintenant, H, Haller, Sébastien. H, ça fait 8e lettre. Sébastien, ça fait S, 19e lettre. 1 plus 9 est égal à 10. Donc 10 et 1 plus 2 est égal à 1. 1 plus 1 à côté de 8, ça fait 81. C'est la 81e minute qu'il a marqué le 2e but. Puisqu'il porte le maillot numéro 22. Le maillot numéro 22. Donc on fait 8 de Kessié et puis on écrit 22. Donc on met plus au milieu. Ça fait 8 plus 2 est égal à 10. 10 plus 2 est égal à 12. Ça fait 1-2. Côte d'Ivoire 2, Nigeria 1. Donc tout est établi. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Mais ceux qui doivent recevoir la bénédiction, s'ils ne font pas attention, c'est eux que Dieu va fouetter. Il n'y a pas de hasard en tout cas. On ne peut pas finir cette consultation sans évoquer la date de naissance du président Alassane Ouattara. 1er janvier 1942, ça donne quoi? Non, mais non, là où vous me mettez, si c'est 1er janvier, 1er janvier, ça fait 2. Oui. 1 plus 1, 2. 1942, tu as 1. Bon, on va enlever le 9. Tu as 1, tu as 4 et tu as 2. Donc ça fait 7, c'est ça, non? Oui. 7 plus 2, ça fait 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. L'accomplissement, ça arrive de 0 à 9. Ça veut dire qu'il est arrivé là où il est arrivé là. Voilà, il est arrivé. Non, le vieux, tu as trop fait dans le pays là. Le vieux, pardon, faut te reposer un peu. Et puis, non, c'est un message subliminal, ça. Pour lui dire qu'il a tout accompli, il faut qu'il arrête. Voilà, bon, voilà, faut qu'il renonce au 4e mandat, c'est ça, selon vous? Bon, il a fait ce qu'il peut. Je crois qu'il a une demi-douzaine. Bon, chacun a peur de se montrer un peu pour dire, ah, le vieux, c'est parmi la demi-douzaine. Mais comme c'est lui qui voit, comme c'est lui qui a réfléchi en toute conscience, nous a donné, n'est-ce pas, je vais dire son message, sa déclaration, qu'il a dit qu'il peut être candidat à une prochaine élection. Ça, il a dit qu'il peut être candidat. Maintenant, les Ivoiriens iront voter. S'il est élu, il fera son 4e mandat. S'il n'est pas élu, certainement, il devra se reposer. Mais on lui souhaite bonne chance. Parfait. L'âge de vos ouvrages, Adama Daiko. Mais attends, tu me reçois comme ça, tu ne me donnes pas l'occasion même vraiment, de penser à mon fils. Qui ça? DJ Arafat. Oui, le 12 août 12 août 2019, 12 août 2025, 6 ans que Arafat nous a lâchés. Nous sommes aujourd'hui le 14 août 2025. Un petit mot. Ben, il a apporté au coupé décalé. Certainement, après lui, d'autres ont essayé. Mais eux, ils sont en train de décaler le coupé. Il faut qu'ils fassent le coupé décalé pour que Arafat soit toujours, n'est-ce pas, reconnu comme celui qui est venu à un moment donné pour booster, n'est-ce pas, ce style musical. Que son âme repose en paix. Et quand je revois ces vidéos actuellement, c'est comme s'il est toujours parmi nous parce qu'on peut le considérer comme quelqu'un qui prophétisait, il disait des choses, il était incompris, comme toujours. Les grands hommes ont été, je vais dire, incompris. Et c'est après leur départ qu'on dit, ah, c'est ce qu'ils voulaient donner comme message. Arafat, sa date de naissance, je crois, c'était le 26 janvier 1986. Oui, si. Il est mort à 33 ans. Ben, 26 janvier 1986, ça fait combien d'années? Il est mort à 33 ans. À 33 ans. Ouais, 26 janvier 1986, 12 août 2019. Ouais, 33, le chiffre 33, il faut s'en méfier. Quand vous êtes dans cette période d'âge-là, c'est là où, spirituellement, il faut renforcer son encadrement. Roger Fulgence Kassi est parti dans ces moments-là. Et puis, tu as aussi, qui encore, les Bruce Lee, on te parle de Jésus-Christ, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a exercé, je veux dire, sa prophétie pendant 33 ans. Hein, il y a pas mal de choses. Soit à 33 ans, ça dit c'est l'ascension fulgurante, ou quelque part, si vous ne faites pas attention, voilà. Bon, nous sommes dans un monde où il y a les esprits que nous ne voyons pas, mais qui cherchent à récupérer des étoiles. Et surtout, si vous êtes quelqu'un d'influent, quand vous avez cet âge-là, faites très attention, il faut se faire encadrer. Voilà. J'ai failli aussi être victime
hein, de ce sort-là, mais Dieu merci. Racontez-nous un peu, en exclusivité. Non, si je veux pas. Non, vu que vous avez évoqué, racontez-nous en Voilà, exclusivité. non. Bon, peut-être que c'est une exclusivité Tout à fait. que tonton Bouba me pardonne. Hmm. Tonton Bouba a une sœur, quoi, une sœur ou une tante. Hein, vraiment, grand frère, excuse-moi, je ne sais pas si c'est une sœur ou une tante, à qui Dieu a donné le don, n'est-ce pas, de voyance et tout. Et la vieille tombe en transe, et puis elle dit des choses, les gens notent. Et puis après, maintenant, on lui dit, ah, voilà ce que tu as dit. Et dans ses prises de parole, elle a demandé, mais qui est celui-là? Attends. On dit, mais c'est le bon petit de ton fils, Aboubakar. Il vient ici. Ah, il faut lui dire ça. Sinon, voilà. Et j'étais dans cette fleur d'âge-là. Donc, par la grâce de Dieu, à travers les prières, à travers l'encadrement, à travers un certain nombre de choses, on a pu canaliser. Donc, c'est comme ça. C'est pas, je ne dis pas ça pour effrayer, mais les destins des grands hommes, il y en a qui voient ça tôt. Il y en a, c'est à la naissance. Vous partez en pays Sénoufo, vous partez chez le Dogon. Quand un enfant a un comportement aujourd'hui, les anciens vous diront, mais il est venu pour une mission. Ce qu'il est en train de faire là, c'est une mission. Il y a des gens qui sont en mission sur la terre. Hein? Ah non, il y en a qui finissent leur mission, soit à 30 ans, à 20 ans. Sinon, il y a des gens qui ont vécu jusqu'à plus de 100 ans, mais on ne sait même pas s'il a vécu parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Mais il y a des gens qui ont une mission divine. Voilà, donc... On pourrait parler avec vous des heures, parce que c'est voilà. tellement intéressant. C'est ça, vous avez plusieurs casquettes. Il y a le côté artistique. Voilà, vous avez plusieurs casquettes. Parce que c'est un amuseur public. Bon, continuez à vous amuser. Non. Vous avez plusieurs casquettes. Je vous ramène encore sur le terrain politique rapidement. Là, le président Laurent Gbagbo, dont vous avez parlé tout à l'heure, sera en meeting ce samedi 16 août à Yopougon. Beaucoup parlent d'un mot d'ordre qu'il va donner, beaucoup parlent d'un message qu'il va donner. Vous, à qui il vous fait la sympathie de son amitié, vous pensez qu'à la faveur de cette rencontre à Yopougon, qu'est-ce qu'il pourrait dire éventuellement? Bon, lui, moi, on ne parle même pas politique. Mais je sais qu'il est engagé en politique, il a créé un parti politique, dont il m'a fait l'amitié d'être le maître de cérémonie même. Voilà. Lors de la création du PPACI. Oui, si. J'ai accepté, je suis venu, je l'ai fait. Ils étaient satisfaits, Dieu merci. Et là, je suis dans mes activités, je vais dire artistiques, qui m'éloignent un peu de la scène politique, mais je voudrais tout simplement dire que quelle que soit la décision qui va être prise, que ce soit une décision qui va donner, qu'on appelle ça, de la joie aux Ivoiriens, de la joie à ses sympathisants, que ce soit toujours dans cette démarche qu'il a lui-même tant souhaité, c'est-à-dire l'expression démocratique. Parce que comme il a dit lui-même, il dit qu'ils vont se battre, mais cette bagarre à laquelle il fait allusion certainement, ce n'est pas se donner des coups de poing, mais c'est de se donner les arguments selon, n'est-ce pas, les lois en vigueur pour pouvoir manifester, n'est-ce pas, l'expression démocratique. Donc, je lui souhaite aussi bonne chance. Parce que demain, mon frère, s'il devient président, il sera toujours mon ami. Il n'est plus président, il est mon ami. Il a été président, il a été mon ami. Voilà. Le 23 août aussi, le RHDP s'apprête à marcher à Bobo. Moi-même, j'attends cette marche même du RHDP. Ah, Bobo. Voilà. L'opposition a marché, le Front commun a marché à Yopougon. Le 9 août. Voilà. Le président Laurent Gbagbo lui va parler le 16 août. Et voilà. Que ce soit pareil, que nos forces de l'ordre encadrent, que tout se passe dans l'ordre et la discipline. Et comme le procureur l'a dit, il va installer des caméras partout. Voilà. Et ceux qui vont tenir des propos haineux, qu'ils sachent que le procureur va les interpeller. Voilà. Donc, que chacun fasse très attention, que tout se passe bien. Du point de vue de la création artistique, parce que c'est ce que vous incarnez le mieux, où vous en êtes aujourd'hui? Je continue de travailler. Contrairement à ce que les gens pensent, je suis l'un des humoristes de ma génération qui ne s'est pas reposé après les élections de 2010. C'est-à-dire pendant 15 ans. Je vous explique. Depuis 2014, je suis directeur artistique et chroniqueur dans une quotidienne sur la radio Fréquence 2. C'est-à-dire, sur 12 mois, on a 9 mois. De lundi au jeudi, 17h, 19h. Est-ce que vous voyez le rythme du travail? Et dans une émission qu'on appelle Place publique, où on décrypte l'actualité, où je suis dans mon élément de Daïko, et je suis société civile, il y a des représentants qu'on appelle ça, partis politiques. Des partis politiques.
Et moi, je suis la conscience, n'est-ce pas, collective. Et quelquefois, j'ai des arguments qui sont plus durs que les arguments, même, je veux dire, des hommes politiques. Ce que les Arthur Banga font là, c'est petit. Mais moi, dans cette émission, je suis souvent interpellé même par où tu peux imaginer. Par la AK? Pas par la AK. Les patrons de la AK. C'est qui les patrons Non, de la non, AK? attends. Le ministère de la Communication? J'ai dit, les en haut, des en haut. La présidence? Bon, vraiment, je ne réponds pas à ça, mais je veux vous faire comprendre que je suis toujours le Adama Deko qu'on connaît. Ça, c'est un. De deux, pendant 5 ans, de 2019 jusqu'à fin 2024, j'ai animé 7 saisons en 5 ans de l'émission Défendre tes 50 000 sur la chaîne A+ Ivoire. Et mon émission passait du lundi au vendredi, 19h30, rediffusion 22h, et troisième rediffusion le lendemain à 9h. Pendant 5 ans. Donc les Ivoiriens ne m'ont pas oublié, ils m'ont vu sous d'autres angles, donc radio, télé, et puis sans oublier que je suis dans le livre. Et un livre, ça demande un temps de recherche, de réflexion pour préparer un manuscrit et puis aller faire éditer. Je suis dans le Yuruku, le langage des chiffres et des lettres. C'est ça. Mais c'est des choses. Et mon premier spectacle après la crise ivoirienne, c'était au Burkina Faso, du CP1 à la CPI. Comment, du coup préparatoire, première année, je deviens candidat à la présidentielle ivoirienne. Ça fait CPI. J'ai joué ce spectacle. C'est la première fois qu'on a vu un spectacle au Palais du Peuple. Quand j'ai fini mon premier spectacle, on a vidé la salle et on fait rentrer un deuxième public. Tellement il y avait du monde. Je l'ai fait. J'ai joué le chef au Massa. À la 10e édition du Massa, j'étais sélection officielle. J'ai compéti en, je vais dire, en concevant un dossier qui a été demandé. Donc, j'ai été retenu. J'ai fait l'un des meilleurs spectacles d'humour au Massa. Malheureusement, bon, ça n'a pas été diffusé pour des raisons que je ne saurais vous expliquer. Sinon, je travaille, je bosse et en exclusivité, je fais venir Maki le Doromican. Ce spectacle, ce concept qui a permis à pas mal de jeunes humoristes qui aujourd'hui font les beaux jours de l'humour en Côte d'Ivoire, dont certains ont bénéficié de mon encadrement à cette époque-là. Donc, j'ai fait revenir le concept pour un projet dans les capitales africaines, francophones, et puis notamment en France et puis dans d'autres pays d'Europe. C'est un spectacle qui prend au moins 15 comédiens sur scène et dont je suis le propriétaire du maquis. Je travaille, j'écris, et je continue à faire des one-man shows. Mon dernier spectacle pendant la CAN, c'était quoi? La 3e paix mondiale. Voilà, donc je suis toujours dans l'écriture et je vais finir en donnant un conseil. La carrière artistique professionnelle n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une bonne marche avec de bonnes démarches. Tant que vous avez le souffle de vie, l'invention, l'imagination, la création n'ont pas de limite. Et c'est ce qui fonde l'espoir d'Adama Deko pour ce métier d'artiste. Parfait. Avant-dernière question, vous qui êtes, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez revendiqué encore sur ce plateau, vous qui revendiquez votre amitié avec le président Laurent Gbagbo, est-ce que pendant ces 15 ans où vous avez continué à créer, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été soutenu par les pouvoirs en place? Être soutenu par un pouvoir en place, faut comprendre qu'il y a des instruments, je veux dire, légaux. C'est ça, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, il y a des fonds d'aide à la création et tout. Tout à fait, les sponsors comment aussi. Il faut avoir accès à ces fonds-là. Moi, en 2018, on m'a dit, Deko, il faut faire revenir ton festival international du riz d'Abidjan. C'est ce festival-là qui est le premier festival d'humour professionnel qui a permis à l'humour même de s'affirmer. J'ai dit, OK, c'est difficile, je n'ai pas les mêmes capacités qu'avant parce qu'il faut des sponsors, il faut des... Donc, on a entamé le processus, on a vu avec certains médias pour nous accompagner, on a eu 1 ou 2 partenaires qui nous ont accompagnés. Et Dieu merci, les jeunes étaient très contents. Je leur ai dit, vous me donnez la force de continuer, je vais continuer. Donc 2019, c'est la 10e édition. Une 10e édition doit être célébrée. Et nous avions eu un projet ambitieux de faire de la détection dans les mairies, voir comment est-ce qu'on peut, en collaboration avec les mairies, détecter, comment est-ce que nous pouvons voir avec les chancelleries pour que chaque pays fasse venir les humoristes de leur choix. On a même déposé le dossier à la primature. Paix à son âme, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il sait que lui-même, intérieurement, se projetait pour la présidence parce qu'il fallait réunir toutes les forces, vive la nation, dont les humoristes et puis Adama Deko quand même. Il a mis un petit gris-gris, dans le jargon on appelle ça petite signature, quoi, pour dire, OK, c'est un dossier qu'il faut suivre et accompagner.
Ben non, moi, j'étais l'homme le plus heureux. Je vais réserver 3 jours au Palais de la Culture pour mon festival. J'ai dit, les gars, cette année, je vous ferai un festival, c'est-à-dire, je veux dire, haut en couleur parce qu'on aura un grand soutien. On aura le Premier ministre comme parrain. Donc, il a donné son OK. À 3 mois de l'événement où on doit déployer certaines énergies, frère, mes dossiers ont disparu à la primature. Wow. Ah, Sacrilège. on a ramené encore. C'était compliqué. Le Palais de la Culture me met la pression. Monsieur, venez payer les 50%. Il dit, mais mon dossier est entre les mains de la primature. Ah, mais nous, on n'attend pas la primature ici. Il faut venir payer. Le ministère de la Culture appelle pour dire, bon, le grand frère connaît de l'eau, dit, ah, mes petits frères, il faut venir faire quelque chose. Donc, je me suis débrouillé. Comme on a des relations humaines, voilà, j'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro qu'il faut. Et le lendemain, Dieu merci, nous sommes allés verser les plus de 50% qui avaient été demandés. Et quand j'ai vu, je veux dire, ce balai de téléphone, de prières, d'insomnie, mais on a fait le festival. Hein. On a fait le festival, 7 à perte. Mais on l'a fait parce qu'on est passionné. Et j'ai dit à mon staff, c'est pas la peine qu'on déploie une énergie et puis à la fin, on se rend compte que voilà, on n'est pas soutenu. Non, 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 c'est pas ça. Ce que j'attendais, c'était qu'on dise, ah, comme Adama veut reprendre, il faut créer les conditions pour l'accompagner. Parce que c'est pas lui vous accompagner. Parce que c'est du travail qu'on donne aussi aux jeunes. Voilà, c'est l'industrie créative. Ouais. Donc, voilà. Bon, le ministère de la Culture, eux, ils nous ont adressé un courrier. Sincèrement, ils ont été honnêtes. Ils n'ont pas d'argent à donner, mais ils appellent ça quoi là quoi institutionnel. L'appui institutionnel. Voilà, on peut utiliser leur logo et tout, mais ils n'ont pas d'argent. On s'est dit que, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je ne les en veux pas. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre fin, n'est-ce pas, d'arrêter pour le moment le festival. Mais on va le ramener quand on sentira le besoin vraiment d'être encore, je veux dire, d'avoir la force de le faire. Parce que c'est une question d'énergie qu'on déploie. Beaucoup de moyens financiers aussi. Pour le moment, je m'occupe de ma propre carrière. Voilà pourquoi je suis venu en France, après le Festival international FIGAS, Festival de gastronomie et des arts du spectacle à Blois-Chambord. J'ai décidé de passer quelques jours en France, faire des rencontres, voir un peu comment les choses évoluent. Là, quand je crée en Côte d'Ivoire, quand je joue en Afrique, au moins je peux me permettre de venir proposer le spectacle ici. Mais déjà, je reviens début octobre, mais comme écrivain dans une université à Orléans pour la dédicace de mon dernier livre, La République du Doromican, où on parle de Soumala Mougou, qui est le président propriétaire du pays, guide éclairé, et puis la Constitution, c'est lui. C'est fort, ça. Si vous lisez ce livre-là, bon, peut-être que vous allez reconnaître beaucoup de chefs d'État dedans. Hein. Beaucoup de chefs d'État là-dedans. En tout cas, le président Adama Daïko l'a dit, hein, cet ouvrage, ainsi que les autres qu'il a produits depuis toutes ces années, République autonome souveraine africaine du Doromican, Souriri, éclat des riz, sorti aux éditions L'Harmattan. Voilà, disponible même ici c'est disponible, vous commandez par L'Harmattan. Sur Amazon, dans les librairies un peu partout. Ouais. Le chef, je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique, pour parler de gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Dans le feu de l'actualité aussi, on a vu l'intervention, enfin le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ouais. Oui, un commentaire sur ça. C'est de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je crois Il apporte son soutien au peuple ivoirien. Voilà. À une partie du peuple, je vais voilà, dire, parce que c'est pas tous les Ivoiriens. En le disant, c'est tout le peuple ivoirien qui l'a soutenu. Même moi-même, j'ai dedans. À vous d'être dedans. Ouais. OK, parfait. Un dernier mot rapidement. Je suppose vous aviez un message très, très fort à faire passer. Je voudrais vous dire grand merci. Et je le disais tout à l'heure, pourquoi je vous ai demandé de suivre cette interview jusqu'à la fin. Je vous explique la petite histoire. C'est la première fois de mémoire de journaliste depuis que je suis journaliste, presse écrite, et que je conduis en tout cas ces interviews sur votre média digital qui est actupeople.net. C'était la première fois, et je le dis bien, la toute première fois, que je tourne une interview et que je suis obligé de reprendre avec le même invité. Vous imaginez toute l'énergie qu'on met dans une interview. Vous imaginez toutes les richesses qu'on arrive à faire. Cette interview, nous l'avons fait la première fois le mardi 12 août 2025. Moi, je vis à Nantes. Donc, je viens à Nantes rencontrer le président Adama Daïko dans nos studios, là où nous tournons. Je retourne le même mardi soir. Le mercredi matin, dès que je me réveille, je reçois un mail du studio. Il fallait reprogrammer et nous avons reprogrammé aujourd'hui jeudi. C'est la première fois, jeudi 14 août 2025. Et c'est pour ça que je vous ai dit,
si vous faites toujours preuve d'un réarmement moral et que vous pouvez toujours puiser des énergies après des échecs et rebondir, cette interview, elle est pour vous. Je vous ai dit grand merci, sincèrement. Et surtout que c'est la veille de son voyage. Et moi, j'ai dû faire encore le même trajet ce matin, prendre le train, arriver à Paris, faire cette interview. Et on a une seconde interview tout à l'heure. C'est vrai, on ne vous dira jamais assez merci pour votre soutien. Attention. Mais il y a tellement d'énergie à déployer. Attention, l'interview a failli, la deuxième interview a failli ne pas avoir lieu. Merci. Je suis dans le train ce matin. Le président Adama Daiko m'envoie un message, il me dit, je ne retrouve pas mon passeport. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelle énergie qu'on va dégager sur ce plateau? Mais je suppose que vous avez pris plaisir, en tout cas, à suivre cette interview et que vraiment, tout ce qu'on a eu comme moment de partage, vous allez les apprécier. Président, dernier mot pour mettre fin. Il n'y a pas de dernier mot, mais il y a quand même une avance sur certains propos. Mais je voudrais d'abord dire merci à ce grand média que je suis de près. Les différents invités qui passent se défendent, ils argumentent. Je leur dis merci. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je sois là. Mais moi, je veux réitérer un vœu, un souhait. Quand j'ai vu la sortie du procureur, je me suis dit, attention, la Côte d'Ivoire est en train d'envoyer un message au monde entier. Et je n'aimerais pas être à la place du procureur parce qu'il doit veiller à ce que tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, etc., c'est lui seul qui sait qu'est-ce que le propos est haineux ou pas, mais il va apprécier, des gens seront interpellés. Et j'ai rigolé comme ça en disant, ah, attention, mon procureur, est-ce qu'on aura de la place dans nos établissements pénitentiaires, etc. Mais dans tous les cas, c'est une mission qui vous a été confiée. Vous avez fait votre travail en toute, comme on dit, impartialité et pour le bonheur des Ivoiriens. Et à la classe politique, je veux dire, c'est vrai, il y a ce que vous prenez comme décision au sein de vos partis politiques, mais tenez compte aussi de l'aspiration de chaque citoyen. Et puis, bon, essayez quand même de satisfaire au mieux les revendications pour que chacun soit heureux de vivre en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et faisons en sorte que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions, qu'on ait à l'esprit que c'est une élection ouverte, c'est une élection transparente, que ceux qui doivent être sur la liste électorale, que ceux qui doivent compétir, compétissent avec les mêmes chances d'égalité. Je vous remercie. Merci au président de Doromican, M. Adama Daiko. Merci en tout cas pour ce second tour sur notre plateau. Je vais dire ça comme ça. Le premier tour, on n'aura pas l'occasion de voir le rendu. Mais j'espère que les dieux de la technique seront avec nous. C'est la toute première fois que je vis cela. Et j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à vous recevoir avec beaucoup d'émotion. Et je pense que le décryptage aussi des chiffres, le Yuruku, franchement, ça a été un moment de pure émotion. Toutes ces analyses qu'il a faites, en tout cas de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, tous les extraits des propos sur les plateaux télévisés qu'on a eu à analyser aussi, à commenter. J'espère en tout cas, modestement, que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. Merci pour la force que vous nous donnez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre numéro. Merci.